C'est une ville millénaire qui fascine le monde entier, Paris. Pour y habiter, il faut mettre le prix. Ce patrimoine immobilier unique atteint désormais des sommes astronomiques. Dans tous les arrondissements, les Parisiens peinent de plus en plus à acheter. Au centre, ils sont en concurrence avec les touristes. À l'est, ceux qui cherchent sont trop nombreux et ceux qui vendent trop rares. Enfin, à l'ouest, impossible de rivaliser avec les investisseurs étrangers et leurs millions. Nous allons suivre des Parisiens dans leur aventure immobilière. Amaury cherche un 2 pièces près de son travail, à côté des Champs-Élysées. Avec son budget serré, cela risque d'être difficile. Charles, pour rester dans Paris, a choisi un immeuble qui n'avait plus la cote, une tour des années 70. Quant à Lily et Thierry, ils ont fait des sacrifices étonnants pour pouvoir habiter dans la mythique île Saint-Louis. Leur point commun, ils convoitent une part du rêve parisien. Mais à quel prix ? Au cœur du 8e arrondissement, 3 avenues mythiques forment le Triangle d'Or. C'est le quartier le plus chic de la capitale, avec ses appartements de standing et ses boutiques de luxe. Dans ce secteur prestigieux, un cabinet immobilier discret. Vanda, d'origine russe, dirige ce bureau spécialisé dans les biens haut de gamme depuis 15 ans. Ses clients sont essentiellement de grandes fortunes étrangères. Bonjour Vanda, bienvenue. Merci de me recevoir. Ce matin, elle reçoit Petra, une riche cliente suisse mariée à un homme d'affaires millionnaire. Petra recherche un appartement non pas pour y habiter, mais pour investir de l'argent. Donc nous allons visiter cet appartement situé avenue Montaigne. Ce quartier, l'avenue Foch, l'avenue Montaigne, tout est là. J'ai des amis qui préfèrent le 5e arrondissement. Mais pour moi, c'est vraiment ici que je veux investir. Cela ne me dérange pas de dépenser de l'argent. Mais par contre, je veux faire une bonne affaire. Je me fiche de dépenser 2, 3, 4, voire 6 millions d'euros. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je gagne à la fin. On a déjà des biens aux États-Unis, en Suisse. Mais Paris, c'est vraiment bien. Allons voir l'appartement. D'accord. L'appartement a beau se situer à quelques mètres à peine, c'est en berline avec chauffeur qu'elle se rend sur les lieux. En fait, chaque fois, nous accompagnons notre clientèle pour visiter des appartements avec les voitures de luxe pour les visites, entre les visites. On peut aussi envoyer les voitures pour chercher les clients chez eux ou à l'hôtel et ensuite après on les redébauche chez eux. Donc on veut que l'expérience, ça va être vraiment le meilleur possible pour nos clientèles. Le bien sélectionné par Vanda se trouve au milieu de l'avenue Montaigne, la plus cotée de la capitale. Il est juste en face d'un célèbre palace. Merci, thank you. Vous avez un très bel immeuble. J'ai hâte. Allez-y. Nice, thank you. Nice, C'est lots of beau. light. Quelle lumière! Ce 3 pièces, de 90 mètres carrés, est affiché à 3 350 000 euros. Ici, vous avez le séjour. Vous pouvez aussi en faire une chambre, Yeah. en fermant ses portes. Yeah. Yeah. Vous pouvez vraiment l'aménager comme une suite d'hôtel. Si vous le souhaitez, notre architecte peut vous aider. Yeah. Vous avez vu la cheminée? Yeah, it's C'est nice. joli, It's cozy. c'est douillet et très lumineux, c'est ce que It's very j'aime. light. I really like that. It's interesting. For me, I don't even look. Moi, je ne regarde ni les moquettes ni la décoration. Ça n'a aucune importance. De toute façon, on casse tout. Moi, quand je fais des visites, je regarde les mètres carrés, ce qu'on peut en faire.
Ici, il y a de bonnes bases, plus un parking. C'est pas mal. Je vais certainement y réfléchir. Vous êtes dans un des avenues les plus chers de Paris et vous êtes dans un des immeubles les plus chers de Paris. Voilà. Aujourd'hui, cet appartement est proposé sur le marché à autour de 35 000 € le mètre carré, avec des parkings et avec les vues magnifiques. Voilà. 35 000 € le mètre carré, la fourchette haute dans le triangle d'or. Pour ce 90 mètres carrés à Paris, Petra pourrait s'offrir 4 immeubles dans le centre de Saint-Étienne, la ville la moins chère de France. Une villa avec vue sur la mer de 400 mètres carrés à Cannes, ou encore un château de 1000 mètres carrés et ses vignes dans le Bordelais. Mais pour les investisseurs étrangers, Paris reste encore une bonne affaire. Si on regarde le retour sur investissement et le potentiel de croissance, un appartement comme celui-ci est beaucoup plus intéressant aujourd'hui, dans le contexte actuel, que de miser sur la bourse. En tout cas, c'est vrai pour ces 6 dernières années. Personnellement, je pense que les prix vont continuer à monter. La pierre, c'est un bon placement. En moins de 10 ans, ces investissements étrangers ont fait flamber les prix de plus de 30% dans cet arrondissement déjà très cher. Autant de placements financiers qui ont vidé le quartier de ses habitants. À tel point qu'aujourd'hui, des élus parisiens comme Jacques Baudrier tirent la sonnette d'alarme. Ici, on est dans les quartiers les plus chers de Paris et on se retrouve dans un endroit où il y a énormément d'appartements, mais énormément d'appartements avec pratiquement personne. Donc beaucoup de volets clos ou alors d'appartements où il n'y a aucune lumière, où il n'y a personne qui est. Là, on voit sur toute cette place, sur toutes les rues avoisinantes, on voit que 2 appartements avec des lumières allumées. Alors que si vous allez dans un arrondissement qui n'est pas au cœur de Paris, vous allez, je sais pas, dans le 20e, dans le 18e, dans le 17e, dans le 12e, vous aurez énormément de lumière partout. Donc c'est bien dans le cœur de Paris où vous avez le plus de logements où personne n'habite, ce qui est complètement aberrant. Là, on a un immeuble haussmannien typique de 6 étages. Il va y avoir plusieurs dizaines de logements. Et aujourd'hui, 21h30, 0 lumière allumée, alors qu'on est en pleine semaine. À Paris, donc, vous avez un océan de logements qui appartiennent à des gens qui ont beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, de plus en plus, en France et dans le monde, qui se payent un petit plaisir, comme une voiture de luxe. C'est un appartement de luxe. On peut parler dans un dîner qu'on possède un appartement de 100 mètres carrés dans les beaux quartiers de Paris, comme le 8e arrondissement. C'est plus seulement un phénomène qui est résiduel, mais ça devient un phénomène massif. Et c'est là tout le problème. Selon l'INSEE, le 8e arrondissement compte 29% de logements inoccupés, un record. Dans la capitale, 17% des logements ne sont pas habités à l'année, soit 215 000 au total. C'est énorme, c'est presque autant de logements qui ne sont pas habités où il n'y a personne que toute la ville de Nantes. Et ce phénomène a un impact direct sur les prix de l'immobilier. Ça fait de moins en moins de logements disponibles pour les gens comme vous et moi qui souhaitaient habiter à Paris. Et donc ça fait monter les prix. C'est la loi du marché. Donc moins de logements disponibles, les prix qui augmentent. Et c'est une spirale qui est extrêmement dangereuse parce qu'elle augmente. Pour stopper cette spirale, Jacques Baudrier souhaiterait créer une taxe suffisamment dissuasive pour forcer les investisseurs à remettre ces biens vides sur le marché. Un projet de loi est à l'étude. Qui peut encore acheter dans le 8e arrondissement? Amaury a 27 ans. Jeune cadre dans une société de conseil, il vit en colocation dans la capitale depuis 1 an. Il paye 700 € de loyer, une somme qu'il préférerait mettre dans un crédit pour s'offrir son premier appartement. Je travaille dans le quartier, là. Je suis actuellement en CDI. J'ai validé ma période d'essai en janvier. Et du coup, voilà, ça a été le déclic. Je me suis dit, ça y est, je peux commencer à emprunter. J'ai envie d'investir. Et voilà, j'aimerais bien acheter dans le 8e, pas très loin du bureau. J'ai fait une simulation auprès de ma banque. On est parti sur un budget de 230 000, 240 000 € sur 25 ans.
coup, voilà, je me dis que je peux trouver assez facilement un 25 mètres carrés, j'espère. Sur sa pause déjeuner, il fait la tournée des agences du quartier à la recherche du 2 pièces de ses rêves. Nous l'accompagnons discrètement. Bonjour. Pour savoir si vous aviez des 2 pièces à vendre. Non. Non. J'ai un budget de 240 000 euros. Ça risque d'être un rez-de-chaussée ou Ok. comme ça. Bah, je vous remercie. Bonjour. Oui. Ce serait pour avoir quelques renseignements sur des appartements. Mon budget, c'est 240 000 euros. Et 240 000, il n'y a rien. En 2 pièces, ça tournerait autour de combien ici? Par exemple, qui s'est vendu 490 000 euros. Ok, c'est pas trop accessible. Peut-être 240, non, ça va. 240. Oui. Bah, merci beaucoup. Bonne journée. À près de 11 000 euros en moyenne du mètre carré, l'arrondissement semble hors de portée pour Amaury. Ça s'annonce assez compliqué pour un 2 pièces dans le 8e. C'était soit des chambres de bonne, ça me tente pas trop, soit au rez-de-chaussée, ça me tente pas trop non plus. Je suis pas trop déçu, c'est un quartier assez chic, assez cher. Je crois que du coup, je vais m'orienter plutôt vers l'est de Paris, d'après ce que les agences me disaient, où les prix sont peut-être plus abordables pour un primo-accédant comme moi. Les prix de l'immobilier parisien n'ont jamais été aussi élevés. Plus de 10 000 euros du mètre carré dans le centre historique. 9 000 euros en moyenne dans le reste de la capitale. Seuls les arrondissements situés à l'est sont encore en dessous des 8 000 euros du mètre carré. Le 19e reste le moins cher, 7 500 euros le mètre carré. C'est là qu'Amaury concentre désormais ses recherches. Là, on est sur vraiment un des plus gros sites d'annonces. Donc, je vais mettre mes critères. Un 2 pièces, une surface minimale, je vais mettre 20 mètres carrés. Paris 19e, budget max 240 000 euros. On a donc 15 annonces dans le 19e. C'est vraiment pas beaucoup. Il y a très peu d'offres. C'est pas forcément ce qui me plaît. Soit il y a beaucoup de travaux, soit c'est pas très peu lumineux, ça me plairait pas trop. C'est tout, il faut se faire à la réalité du marché. Et c'est un peu dur de se dire ça, mais au moins ça sera mon appartement à moi. Et puis dans 10 ans, il reprendra un peu plus de la valeur. Et éventuellement faire une plus-value si je le revends dans 10-15 ans éventuellement. Comme Amaury, de plus en plus d'acquéreurs effrayés par les prix se tournent désormais vers l'est de Paris. Le 19e arrondissement, déjà le plus peuplé de la capitale, peine à absorber ce flux de nouveaux acheteurs. Conséquence, c'est l'un des arrondissements dont les prix ont le plus augmenté ces dernières années. Le quartier a de quoi plaire. Bordé par le parc de la Villette, traversé par le canal de l'Ourcq, le 19e est surtout connu pour son poumon de verdure, le parc des Buttes-Chaumont. Construit sur d'anciennes carrières, il est ouvert au public depuis 1867. Benjamin est agent immobilier depuis plus de 10 ans, spécialiste du quartier. Le parc des Buttes-Chaumont, c'est l'endroit le plus caractéristique, on va dire, du 19e, puisque c'est le lieu, on va dire, de promenade numéro 1, le lieu de sortie d'attractivité pour tous les habitants du 19e. C'est un des endroits les plus recherchés. Tous les appartements qui vont se trouver en bordure du parc, que ça soit sur la rue Manin au sud ou sur la rue Botzaris derrière moi. C'est un secteur en termes d'achat immobilier qui se trouve être un des plus chers du 19e. Ici, on se trouve sur le point plus haut des Buttes-Chaumont. On a une vue d'ensemble sur ce que compose le 19e arrondissement, les immeubles anciens haussmanniens de la bordure du parc et en arrière-plan, plutôt des tours qui correspondent au secteur le plus populaire du 19e arrondissement. La moyenne des prix se situe entre 7 500 et 8 000 euros le mètre carré. Et dès qu'on approche le parc, donc la zone la plus recherchée, là on va dépasser allègrement le 9 000 euros le mètre carré.
La rareté des produits fait également le prix. On trouve très rarement des produits, à peine une dizaine de ventes par an dans ce type d'immeuble. Benjamin nous emmène dans l'un de ses appartements haussmanniens, les plus convoités du 19e arrondissement, qu'il a vendu récemment. Donc ici, on se trouve dans un appartement 3 pièces de 52 mètres carrés qui a toutes les caractéristiques de l'ancien, les moulures, la cheminée prussienne, le parquet en point de Hongrie. On est au 5e étage, ce qui est assez recherché puisqu'on va retrouver le balcon typique de l'appartement haussmannien. Et si on sort, on va pouvoir avoir une vue face au but de Chaumont. On a très peu de produits de ce type-là. Les gens les gardent ou alors les vendent au compte-gouttes. Et donc mécaniquement, ça contribue à faire augmenter les prix. Cet appartement, on l'a vendu 3 fois en l'espace de 5 ans, entre 2012 et 2016. Il a été vendu une première fois à 374 000 € en 2012, puis une seconde fois à 458 000 € en 2015, et enfin une dernière fois, il y a 1 an et demi, à 494 000 €. L'appartement a pris 120 000 € en 5 ans, soit une augmentation de 32%. C'est énorme, on ne s'attendait absolument pas à une telle augmentation, surtout sur une durée aussi courte. À l'image de cet appartement, le 19e arrondissement a connu une des plus fortes hausses en 2017, plus 10%. Ce marché en pleine croissance renforce la concurrence entre les agences. Pour se démarquer et trouver de nouveaux appartements à vendre, Benjamin entretient discrètement son réseau dans le quartier. Bonjour Stéphanie, j'ai vu qu'il y avait eu des déménagements assez récemment. Je voulais juste savoir si tu n'avais pas entendu des projets de vente. Là pour l'instant non, pas trop, mais il y a ceux du 4e pour créer des locataires, du coup ils n'ont pas vendu. D'accord. Bon ok, allez, je te dis à bientôt. Salut. Bonjour Yann. T'as entendu quelque chose qui bouge dans le quartier, dans tes clients? Dernièrement, pas du tout, mais beaucoup de gens qui cherchent plus que l'inverse. Beaucoup de gens qui cherchent? Bon, je te remercie en tout cas. Et puis je te dis à très bientôt. Mais les meilleures informations se dénichent souvent à l'intérieur même des immeubles, auprès des gardiens. Bonjour Henriette. Bonjour Benjamin. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Je voulais savoir si t'avais pas entendu dans l'immeuble des bruits de couloir, des gens qui ont des projets. Si, l'appartement là au 6e étage, la chambre. Ah oui, et t'as beaucoup d'agents immobiliers qui viennent te voir? Pas mal. Ouais. Vous n'êtes pas le seul agent immobilier à passer. Je le sais, de toute façon, ça fait partie des lois de la concurrence. Après, moi, je m'inquiète pas trop parce que c'est vrai que ça fait assez longtemps que je suis dans le quartier. Il y a des gardiens avec qui j'ai fait une dizaine d'affaires. Donc, ce qui est très important. Et puis, il y en a d'autres où on n'a jamais travaillé ensemble, mais on entretient toujours ce contact puisque on sait jamais, un jour, ça pourra arriver. Donc, À la clé, pour les apporteurs d'affaires, un petit billet. C'est un peu un sujet tabou parce qu'on est toujours un peu sur la ligne jaune, on prend les informations, mais on essaye de rester très discret au niveau de la provenance. Et pareil au niveau des rétributions, on essaye de remercier évidemment tous nos partenaires. Les moyennes de pourcentage vont varier de 3% à 5% de la commission de l'agence. C'est ce qui se fait en moyenne dans le métier. Ça tourne entre, au plus bas, 200 € et puis on peut aller jusqu'à 800 € de rétribution. Si le marché immobilier est si porteur, c'est qu'en moins de 10 ans, cet ancien arrondissement ouvrier a changé de visage. Avec l'arrivée du tramway, la rénovation de la grande halle de la Villette, la construction de la Philharmonie, une salle de concert prestigieuse, et surtout le réaménagement des berges du canal, le symbole de ce renouveau. On est sur le canal de l'Ourcq, plus particulièrement sur le bassin de la Villette. Alors derrière nous, il y a le centre de Paris.
Et devant, on va vers la banlieue, vers la fin du 19e arrondissement. Jusque dans les années 60-70, le 19e arrondissement, c'était un arrondissement ouvrier. Et le canal était le lieu d'échange entre la banlieue et la porte de Paris. Construit sous Napoléon, le canal servait à approvisionner la capitale en marchandises. Sur les quais, les péniches déchargeaient du grain, du bois, du charbon et même du bétail. Les animaux étaient conduits aux abattoirs de la Villette, qui étaient alors les plus grands de France. Ils ont fermé dans les années 70. Le site a été réhabilité 20 ans plus tard pour devenir le parc de la Villette. Alors ça a complètement changé puisque aujourd'hui les anciennes halles ont été transformées en cinéma, en café, en brasserie. Quand je suis arrivé dans le 19e, il y a une dizaine d'années, on vendait des appartements, mais ce n'était pas aussi facile et aussi recherché qu'aujourd'hui. Le pont de Crimée, c'est le dernier pont levant de Paris. Il se lève 2 fois par heure. Et pour nous, agents immobiliers, il a une symbolique parce qu'il y a encore 10 ans, les gens ne voulaient pas acheter au-delà du pont. C'était vraiment la ligne de démarcation au-delà de laquelle ils ne voulaient plus acheter parce que de l'autre côté, c'était pas aménagé, c'était pas demandé, peu de vie et puis aussi un peu craignos. Aujourd'hui, le canal est devenu attractif de l'autre côté du pont. De nombreux programmes de logements neufs ont vu le jour, sans faire baisser la pression. C'est pas parce qu'on construit des logements neufs que ça suffit à endiguer le phénomène d'augmentation des prix. Au contraire, les logements neufs étant commercialisés 10 à 15% plus cher que l'ancien, ça contribue à augmenter les prix sur le secteur. Des appartements dans l'ancien devenus très chers. Des logements neufs encore plus chers. Pour les acheteurs du 19e, il reste une option. Et si finalement, le semi-récent, les tours érigées dans les années 70, était une bonne affaire? L'une des plus emblématiques est cette résidence de 82 mètres de haut, de style moderniste, le Belvédère. L'immeuble compte 400 appartements. 1300 personnes habitent ici. Au 25e étage, Anne est l'une des premières à avoir acheté dans la tour. Je suis bien là. Je suis dans mon jardin. Et mon jardin, c'est quelque chose. Hein. J'y tiens comme. Je tiens beaucoup, beaucoup. J'ai acheté cet appartement il y a 46 ans sur plan. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas. C'était en septembre 70. Et je me suis tellement bien précipité que j'ai pu avoir l'occasion d'acheter le plus beau, le mieux exposé, est là-bas. Sud, sud-ouest. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que quand je suis dans mon jardin, je vois tout Paris dans cet axe-là, quoi. Aujourd'hui, ce 90 mètres carrés vaut plus de 700 000 €. À l'époque, Anne l'a acheté l'équivalent de 75 000 €, presque 10 fois moins. Alors, ça, c'est la plaquette que nous avons eue avant que le Belvédère soit construit. Et quand on a vu cette publicité avec ma mère, c'est elle qui m'a branché dessus d'ailleurs, on est tout de suite allé voir. Et vous avez là l'immeuble A, le B, le C et la tour B. Moi, c'est la tour qui m'a plu parce que j'étais quand même très intéressé par la vision de Paris. Donc ça, évidemment, c'était super attractif. Pour moi, ça a été très, très attractif. Voilà. Et là, on avait les appartements témoins qui sont signés des années 70. Les jaunes, orange. Ah, le vert de la chambre d'enfant. Pas terrible, hein. Pas terrible, mais bon, ils étaient bien contents, mes petits. Et alors, les placards. Alors, à nouveau, un argument de vente sublime. Des placards absolument extraordinaires. C'était vraiment un immeuble très original. Et puis, on avait le vide-ordures, on avait une machine à laver la vaisselle. Et je peux vous dire que dans les années 70, la machine à laver les linges, oui, mais la machine à laver la vaisselle, ça, c'était vraiment extraordinaire. Attendez, je sortais d'un petit appartement qui n'était pas vraiment moderne, mais enfin qui n'était pas ancien non plus, mais où il n'y avait pas toutes ces commodités. J'ai pas eu la moindre hésitation, la moindre. On s'est précipité avec enthousiasme, mais je ne suis pas la seule. Hein. Ici, tout le monde était enthousiaste sur cette... Et on n'a pas été déçus, je tiens quand même à le dire. On n'a pas été déçus. L'enthousiasme des débuts est retombé un temps, dans les années 90 et 2000. Les tours avaient mauvaise réputation, construites à la va-vite, mal isolées. De nombreuses communes ont préféré les détruire. Au Belvédère,
Les appartements avaient du mal à se vendre. Il y avait une demande tout à fait différente. Plutôt que les grandes cages à lapins, c'était peut-être des choses plus petites, des petites maisons par-ci, par-là, peut-être même la campagne. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais enfin, il y a un moment où les jeunes se sont mis à acheter. Voilà, toute une jeunesse, je dirais pas bobo, mais quand même un petit peu, quoi. Voilà, parce qu'il faut quand même beaucoup d'argent maintenant pour acheter ici. Hein. Au 16e étage, un 3 pièces est en pleine rénovation. Charles, un photographe, est à l'image de cette nouvelle génération de propriétaires au Belvédère. Il a attendu plus d'1 an qu'un appartement se libère. Moi, j'aime bien les murs droits, j'aime bien les sols droits, j'aime bien que ce soit un peu carré. Et c'est pour ça que j'aime bien les années 70 aussi. La surface de fenêtre, c'est très agréable en fait. Avec les travaux, ce 55 mètres carrés lui coûte au total 480 000 €. J'aurais pas pu avoir une surface aussi grande dans l'ancien. Je pense qu'il faut être malin quand on a un budget qui dépasse pas un certain montant, qu'on peut pas se payer un appartement exceptionnel. Quand on veut rester dans Paris, il faut faire des concessions. Et ces concessions, elles passent par le choix, par exemple, du moderne comme ça. Donc c'était vraiment le meilleur compromis possible, c'était ici. Un choix de raison qui a aussi des avantages. Depuis plus de 40 ans, le Belvédère fonctionne comme un village vertical. C'est vrai que c'est agréable de savoir qu'on peut quand même faire un petit jardin dans Paris, qu'il y a des gens qui s'occupent de ruches, une certaine un peu autarcie en fait, que moi j'apprécie beaucoup. Et ce n'est pas tout. Le 26e et dernier étage du Belvédère abrite une salle de sport réservée aux résidents. Et juste à côté, un ultime privilège. Et là, on arrive à la piscine. C'est la petite surprise de l'immeuble. La petite histoire derrière la piscine, c'est dans les immeubles de cette hauteur, on est obligé d'avoir une réserve d'eau en cas d'incendie. Et du coup, au Belvédère, ils ont décidé d'en faire une piscine. Quand on est ici, quand on est dans l'eau, on est au niveau de l'horizon, donc c'est vrai que c'est exceptionnel. Tous ces services ont un coût. Au Belvédère, les charges sont 2 fois plus élevées que la moyenne dans Paris. Entre le gardiennage 24 heures sur 24, le chauffage collectif, les 15 ascenseurs, l'entretien des espaces verts, la salle de sport et la piscine, Charles dépense l'équivalent d'un petit loyer, 350 € par mois, soit 4 200 € par an. Au final, malgré des surfaces plus grandes, vu le montant des charges, acheter dans le semi-récent reste réservé à des Parisiens aisés. Amaury, le jeune salarié qui souhaite acheter son premier appartement, a enfin décroché une visite. Pas dans une tour des années 70, mais dans l'ancien. Un 2 pièces qui, sur le papier, coche tous ses critères. Bonjour, monsieur Janas? Oui, tout à fait, c'est moi. Enchanté. Bienvenue dans le quartier. Voilà l'immeuble, comme je vous le disais, de type haussmannien, en pierre de taille, qui a été fait fin du 19e. Voilà. Je vous invite à voir? Oui, on peut monter. Petit bémol, l'appartement est situé au 6e étage, sans ascenseur. Je vous invite à me suivre. Nous sommes dans un appartement de 32 mètres carrés, donc avec un salon, une cuisine équipée, chambre à coucher, vous avez la place pour mettre un grand dressing. Vous avez la salle de bain qui est à l'entrée avec les WC séparés. Ok. Pour le volume, on a vraiment quelque chose de bien réparti. Parce que souvent, on a de l'espace perdu, où l'entrée est trop grande, où la chambre est trop petite. Ouais. C'est un beau 2 pièces. Un coup de cœur pour Amaury, malgré la salle de bain à rafraîchir. Affiché à 270 000 €, le 2 pièces est 30 000 € au-dessus de l'enveloppe que s'était fixé le jeune homme. Il me plaît beaucoup. J'aime bien le parquet, j'aime bien qu'il soit au niveau des toits. Je trouve que ça donne un peu de charme et en plus c'est très calme, mais peut-être un peu cher.
vis-à-vis de mon budget, donc à voir si peut-être je peux faire une offre légèrement inférieure et voir si le propriétaire serait prêt à l'accepter tel quel. Je suis pas sûr que le propriétaire soit prêt à l'entendre. Bref, c'est à vous de voir et de prendre la décision. Ensuite, moi, je lui transmettrai. Ok. Bah, je vous remercie. Du coup, il faudrait se prononcer quoi dans les jours à venir ou... Si vous pouvez le faire dans les 24 heures, c'est... Ah, ok. Parce que ce type de bien, là, il part quoi, en une semaine? Ça peut partir très vite. On ne sait jamais. Entre le moment où vous avez visité et le moment où vous allez faire votre offre, il peut y avoir quelqu'un beaucoup plus rapide que vous. Ok. Bah, très bien. Bah, je vous tiens informé, alors. Très bien. Bah, écoutez, je vous raccompagne. Ouais. Amaury va se donner le temps de la réflexion, au risque de perdre l'appartement. Dans le 19e arrondissement, comme dans tout Paris, les surfaces de moins de 50 mètres carrés sont les biens les plus demandés et les plus rares sur le marché. Ces petites surfaces sont convoitées à la fois par les étudiants, les couples et les familles. Mais depuis quelques années, ces Parisiens ont vu arriver une nouvelle concurrence. Des particuliers qui achètent pour louer uniquement à des touristes, surtout dans le centre historique. L'île Saint-Louis est le quartier le plus concerné par ce phénomène. Ces quais et ces hôtels particuliers du XVIIe siècle, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, attirent les touristes du monde entier. Pour prolonger l'expérience, plutôt que de dormir à l'hôtel, de plus en plus préfèrent réserver sur Internet des appartements typiques de l'île. Cela fait plusieurs fois que l'on vient séjourner ici avec ma famille. Et ça nous plaît toujours autant. L'architecture, tous ces siècles d'histoire, c'est vraiment extraordinaire. C'est un peu un endroit secret. Il y a quelque chose de magique qu'on ne peut pas l'expliquer avec des mots. Il faut y vivre. On sent vraiment la présence des habitants de l'île. Quand on dort ici, on a l'impression de partager leur culture et de devenir de vrais Parisiens. Mais de nombreux habitants ne voient pas ce développement d'un très bon œil. Comme Jeanne-Marie, qui vit dans l'île depuis 1950. Je suis née dans l'île Saint-Louis. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, je me suis mariée. Je suis partie 2 ans. J'ai divorcé et je suis revenue immédiatement dans l'île Saint-Louis. Je crois que comme tout Parisien qui se respecte, je suis attachée à mon quartier. Et maintenant que je me trouve à la retraite, j'ai envie de le défendre parce que je suis très inquiète en fait, et je ne suis pas la seule. Tous les anciens habitants de l'île le sont aussi, de la tournure que prennent les événements vis-à-vis du tourisme et vis-à-vis de la vie même de l'île. En moins de 5 ans, Jeanne-Marie a vu son voisinage changer. Sur 20 logements, la moitié est occupée uniquement par des touristes. Nous voilà ici dans la cour de l'immeuble. Si vous vous intéressez aux locations de courte durée, vous en avez un bel échantillon ici. Celui-ci est en location de courte durée. Le premier étage de ce bâtiment aussi, le second aussi. Le troisième, il a été acheté en prévision de faire des locations de courte durée. Au-dessus, c'est un locataire normal, enfin normal, de longue durée. De ce côté-là, il y a ce premier étage en location de courte durée. Disons qu'on fait partie des immeubles le plus occupés par ce genre de choses. Oui. Ce qui provoque un certain va-et-vient. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est vous qui vous occupez de non? Oui, madame. Oui, c'est ça. Je fais juste un petit boulot. Je range, je nettoie. Pourquoi? Qui vient ici? Des hôtes, madame. Et vous venez souvent faire le ménage? 2 fois par semaine. Parfois 2 fois par jour.
Au revoir. De voir tout le temps des visages inconnus, c'est pas dramatique, mais c'est pas forcément agréable, surtout dans un endroit qui est un village où tout le monde se connaît. Et puis il y a plus désagréable, c'est-à-dire ce sont les valises à roulettes. Vous avez vu les pavés, des valises à roulettes sur les pavés, c'est bruyant. Jeanne-Marie tient à nous faire la démonstration avec sa valise. Allons-y. Sachant que cette cour résonne énormément et qu'on entend tout jusqu'en haut. Quand c'est à 2h du matin ou à 4h, c'est fort désagréable parce qu'on est réveillé. Et si on s'installe pour dormir sur cour, c'est pour avoir la paix. Et le bruit ne serait pas la seule nuisance. Là, ce que vous pouvez voir aussi, ce sont les poubelles qui débordent parce qu'ils arrosent leur arrivée, leur départ. Ce fatras là en bas qui est pas très joli, c'est malheureux pour une cour comme ça. Pour Jeanne-Marie, ses habitants de passage n'ont pas seulement bouleversé la vie de son immeuble. Ils ont aussi changé la physionomie du quartier. L'île Saint-Louis comptait 6 000 habitants dans les années 60. Il en reste 2 500 aujourd'hui. Il me semble que dans mon enfance, il y avait à la fois moins de monde et plus de monde. Plus d'habitants et moins de touristes. Oh, il y avait beaucoup de commerce de bouche. On faisait toutes ces courses ici. On ne sortait pas de l'île. On ne sortait pas de l'île. Il y avait beaucoup de boucheries. À un moment, j'en avais compté 7. Il y avait une poissonnerie, un tripier qui était là d'ailleurs, qui est devenu cette horrible boutique de souvenirs dont on se passerait volontiers. Actuellement, on assiste à une recrudescence des glaciers. C'est la rue des Glaces maintenant, qui ferme d'ailleurs l'hiver, donc ce qui accroît la tristesse de cette rue où il n'y a plus de vie. L'unique école maternelle de l'île a même dû fermer une classe il y a 2 ans, faute d'enfants. Les prix trop élevés font fuir les parents. Les appartements sont devenus beaucoup trop chers pour que des jeunes s'installent. Ce qui est intolérable, c'est que des gens spéculent, c'est-à-dire achètent des appartements ici, font monter les prix uniquement pour faire de la location courte durée. Le pli est pris, les prix sont montés, ils ne vont plus redescendre. C'est une évolution lente vers une mort programmée, on va dire. Les prix dans l'île Saint-Louis n'ont cessé d'augmenter et atteignent des sommets. En moyenne, 14 000 € le mètre carré au centre et plus de 25 000 € sur les quais les plus prisés. En cause, la raréfaction des biens, monopolisés par des propriétaires qui n'hésitent pas à en acheter plusieurs pour en tirer encore plus de profit grâce aux touristes. Un seul de ces propriétaires a accepté de parler à visage découvert, Nicolas. Il sait que son business est controversé du point de vue des habitants comme de la mairie. Alors ici, nous sommes dans un 2 pièces d'environ 40 mètres carrés que j'ai acheté avec mon épouse il y a environ 8 ans, en 2010. Nous l'avons profondément transformé pour en faire un lieu qui est très agréable à vivre. C'est très fonctionnel, c'est des tons qui sont très neutres, que ce soit le canapé qui a des matières qui sont lavables, gris taupe, avec un gris pastel au mur, un gris souris à la cuisine, et tout ça coupé avec un sol qui est en chêne massif, l'ensemble devant s'associer de manière assez harmonieuse. Une décoration standardisée, censée plaire au plus grand nombre, et qui pour Nicolas trouve une justification. Nous avons des poutres anciennes du XVIIe siècle au plafond. On ne pouvait pas alourdir inutilement, rajoutant beaucoup de tableaux, des photos ou de je ne sais quoi d'autre, parce que l'élément de décoration, c'est le plafond. Alors évidemment, quand un couple d'Américains vient pour passer quelques semaines en France, il est très très content. Ça a vraiment un charme typiquement parisien, et c'est vrai que, bien sûr, ça plaît. Dans la chambre, l'aménagement a été pensé exactement comme dans un hôtel. On a mis beaucoup de rangements.
Et puis de quoi de vider une valise entière dans le placard. Un coffre, c'est un standard qu'on doit avoir partout pour laisser les quelques effets personnels et les 2-3 bijoux. Et un grand lit qui est décent puisqu'on est déjà dans des lits de 160. Et j'estime que c'est mon devoir en tant que propriétaire et manager de cet appartement, c'est de faire que l'appartement est toujours impeccable et va permettre aux gens qui sont à l'intérieur de passer vraiment un bon moment de manière efficace. Nicolas loue ce 2 pièces 250 € la nuit, ce qui lui rapporterait, selon nos calculs, 60 000 € par an. Le financement a été bien étudié. Ce sont les loyers des touristes qui remboursent intégralement son crédit. Moi, l'objectif n'est pas d'en faire un coup de marchand de biens, de refaire à la va-vite avec des matériaux moyens de gamme ou bas de gamme et de revendre avec un maximum de plus-value. Moi, c'est une opération qui est patrimoniale. Ça s'inscrit dans le très long terme. Je compte transmettre ça à mes enfants. Je compte un jour pouvoir partir à la retraite avec ces biens qui vont me permettre de vivre, tout simplement. Et je ne fais pas ça pour en faire quelque chose qui est une rénovation dégradée. Soucieux de faire fructifier son patrimoine, le père de famille vient de faire l'acquisition d'un duplex qu'il rénove entièrement. Bonjour messieurs. Bonjour. Dans quelques semaines, il sera proposé à la location touristique à un prix encore plus élevé que l'autre appartement. Donc là, vous êtes dans la partie supérieure du duplex, qui va être la pièce de vie principale, avec un petit séjour et la cuisine, donc qui va donner sur une partie extérieure, avec une petite terrasse qui va être végétalisée et qui va apporter un petit peu de vert à la ville de Paris. Vous avez conscience que ces appartements que vous mettez en location de courte durée, ça enlève des logements aux Parisiens et ça fait monter les prix? Alors, le développement de la location de courte durée n'a pour moi absolument pas fait monter les prix. Et je trouve un petit peu injuste qu'on aille finalement, qu'on cherche à me taper dessus pour faire ça, alors que je ne fais rien, ni de méchant, ni d'illégal, quand je rénove ce patrimoine. En faisant ces opérations immobilières, Nicolas prend des risques. Louer sa résidence principale à des touristes n'est pas illégal, à condition pour les Parisiens de s'enregistrer auprès de la mairie et de ne pas dépasser la limite de 120 jours par an. Mais pour les résidences secondaires à Paris, comme celle de Nicolas, il faut se lancer dans une procédure administrative longue et coûteuse, ce que peu de propriétaires font. Pour faire appliquer cette loi, la ville de Paris a missionné 30 inspecteurs assermentés, comme Ingrid et Franck. Il est 7 h du matin, ils débutent les contrôles. Selon leurs informations, cet appartement serait une résidence secondaire. Ils veulent vérifier s'il est loué avec un bail longue durée. Y a quelqu'un? Ou illégalement à des touristes. Bonjour monsieur. Vous parlez français? D'accord. Je travaille pour la mairie de Paris. Vous avez un contrat de location pour cet appartement? Oui. Ok. Et vous restez ici combien de temps? 4 mois. 4 mois? Oui. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur? Oui, bien sûr. On n'a rien à vous reprocher. On veut juste savoir si le propriétaire respecte la réglementation. Je suis là pour le travail. C'est mon entreprise qui a vu ça avec le propriétaire. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Passez un bon séjour. Ok. Donc c'est un appartement qui est sur un site internet et qui est proposé pour de la courte durée. C'est un appartement qui est sorti du parc locatif classique. Ingrid et Franck poursuivent leur inspection. À chaque visite d'immeuble, ils en profitent pour rappeler la réglementation. Leur présence est parfois mal vue par les habitants. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous habitez ici? Oui. Vous êtes à quel étage qu'on aille passer? Troisième. Troisième étage. Est-ce que par hasard, vous avez connaissance dans l'immeuble d'appartements qui sont loués uniquement pour des touristes? Du tout? Vous ne voyez pas de passage? Du tout. Je ne suis pas dans cette posture de vous expliquer où il y a des... Très bien. Bon, bah, je vous pose la question, vous me répondez ou pas, il n'y a pas de problème. Mais bon, d'accord. Je continue à faire mon travail. Allez-y. Voilà, je vous remercie. Certains indices ne trompent pas. C'est une boîte à clés en fait, qui permet aux propriétaires de ne pas être présents quand les locataires
arrive, vous avez un code. Donc les personnes tapent le code et la boîte à clés s'ouvre et il y a une clé en fait qui est accessible du coup pour pouvoir ouvrir la porte. C'est quand même la preuve que c'est loué de manière systématique lorsqu'on voit un boîtier comme ça, parce que les gens n'installent pas des boîtiers de ce type s'ils ne louent pas en permanence à les touristes. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je travaille pour la mairie de Paris. Oui. Vous habitez ici? Non. Et vous venez de New York? New York, d'accord. Ok. Merci. Merci. Bonjour, New York. Voilà. Okay. Donc là, on a un constat d'infraction. Donc le dossier va être monté avec les autres preuves administratives qu'on va joindre au dossier, le constat d'infraction. On transmet le dossier au tribunal de grande instance, qui statue de toute façon, mais l'amende demandée par la mairie est systématiquement de 50 000 €. L'an dernier, 60 propriétaires ont été condamnés à payer des amendes. La mairie de Paris a touché plus d'1 300 000 €. Dans l'île Saint-Louis, la pression immobilière est telle que les opportunités d'achat sont rares. Lily et Thierry sont des artistes, chanteurs et musiciens. Il y a 2 ans, ils se sont offerts l'appartement de leurs rêves. En fait, on remontait le long des quais de Paris et puis on se disait quand même qu'est-ce que c'est beau ici. Paris, ces 2 îles extraordinaires. Et puis voilà, on est passé devant une agence et on a vu une petite surface à vendre. On s'est dit, et si on allait les visiter, mais c'était presque un coup de tête, quoi. Enfin, et puis finalement, la personne nous a dit, bah oui, on peut le visiter. Alors je dis, bah maintenant, bah oui. Alors on est rentré dans l'appartement. On a eu une espèce d'émotion, et puis on est redescendu, on a dit, bah d'accord. Voilà. Le couple ne disposant pas de grands moyens, il a fallu faire une concession de taille. Leur studio fait à peine 16 mètres carrés. C'est la première chose qu'on fait en arrivant. Planquer les instruments pour avoir un vrai espace de vie. Et voilà, on est chez nous. L'appartement leur a coûté 255 000 €, travaux compris. On voulait que notre espace ressemble à une chambre d'hôtel. Alors on ne voulait pas cette espèce de canapé qu'on ouvre, etc. Non, on voulait notre lit, un lit très confortable. Et c'est vrai que c'est la première chose qu'on a placée dans la pièce. Après, on a commencé à organiser autour du lit. Donc autour du lit, bien sûr, il faut de quoi ranger les vêtements. Évidemment que des placards sur mesure qui ont été dessinés par notre architecte d'intérieur. Et puis, derrière ce bar, il y a le frigo, dans le pied du bar. Le couple n'a pas toujours eu cette villa. Avant, on habitait dans le 18e arrondissement, dans un 65 mètres carrés. Donc c'est quand même 4 fois plus grand qu'ici. Donc il a fallu s'adapter à des nouvelles surfaces, apprendre à vivre dans un petit environnement, mais qui nous correspond tout à fait. On ne pouvait absolument pas s'offrir un grand appartement sur l'île Saint-Louis. Après, c'est une histoire de choix. On peut vivre dans un autre arrondissement de Paris, avec plus de surface, ou ici, dans moins de surface, mais avec une autre qualité de vie et le plaisir de vivre dans le Paris historique, dans la carte postale. On vit dans une carte postale ici, donc c'est très inspirant quand on est artiste aussi d'être là, de voir la Seine couler à nos pieds. C'est un choix qu'on doit faire. Un choix pour le moins extrême. Là, c'est très minimaliste, hein. C'est vraiment... C'est-à-dire, il y a 5 t-shirts, 5 slips, 5 paires de chaussettes. C'est votre garde-robe? C'est ma garde-robe. À quelque chose près, je rajoute une chemise ou 2, et puis et des chaussures. Quand il a fallu aménager dans cet appartement, ça correspondait à un moment dans notre vie où on avait fait le choix de vivre de façon minimaliste de toute façon. C'était pour nous très important
de se débarrasser du superflu. On se rend compte qu'on met toujours les mêmes fringues, qu'on a des livres fétiches, quelques DVD qu'on revoit régulièrement, mais tout le reste c'est un petit peu du superflu ou qui peut servir à d'autres personnes. Donc en fait on a ou revendu ou donné tout ce qu'on avait de superflu et on s'est rendu compte que c'était énormément de choses parce qu'on a encore de la place dans notre espace de 16 mètres carrés. Lily et Thierry pourraient passer pour de doux rêveurs, mais ils ont bien fait leurs calculs. Ce qui est bien dans le fait de vivre dans un appartement sur l'île Saint-Louis, c'est que si on veut le revendre, c'est quasi instantané, on le sait, puisque nous on l'a acheté après qu'il ait été dans la vitrine pendant 1 heure dans l'agence dans laquelle on l'a acheté. Donc ça fait vraiment pas peur. On se dit si jamais il y a un problème, eh bien, cet appartement fera plaisir à quelqu'un d'autre. C'est un excellent investissement, je pense. En 2 ans, la valeur du studio a déjà augmenté de 30 000 €. Mais pour le moment, le couple n'est absolument pas vendeur de son petit palais posé sur l'eau. C'est certainement la raison pour laquelle on a acheté cet appartement, c'est que il y a ça ici. C'est un petit peu notre terrasse de luxe ici, hein, un petit peu notre jardin aussi, puisqu'on peut descendre après sur le quai pour pique-niquer si on a envie. Et quand il fait beau, c'est magique. C'est une extension de notre maison et pas n'importe laquelle, quoi, voilà. Je me baladais tranquillement sur le quai d'Orléans, un petit matin de printemps, des touristes évidemment. Je me disais finalement, je m'en suis pas si mal tiré, un petit appartement, quelques sous de côté. Dans la capitale, jusqu'où les prix de l'immobilier vont-ils grimper? Pour bon nombre de Parisiens, le marché se referme, inaccessible. Ils sont de plus en plus à regarder vers la banlieue, jusqu'à 3 fois moins cher, voire beaucoup plus loin, vers la province. Plus que jamais, acheter à Paris est réservé à des privilégiés. Comme font les fantômes du passé, j'ai essayé de le rattraper, mais j'ai laissé passer ma chance. Je m'appelle comme toi, j'ai 50 piges, je sais qu'on est comme les autres. Je sais qu'on n'est pas différents, mais on n'est pas des cosmonautes, et on vit pas sous l'océan.